Magazine. Des milliards d'Abu Dhabi pour Kinshasa. Félix a échangé hier avec les princes héritiers et en ligne de mire 2 milliards au total dans les secteurs notamment de l'aménagement du territoire, tout comme de logements sociaux, 2 milliards, mais 1 milliard, maintenant, et un autre milliard, c'est à venir. Le président de la République qui voyage, certainement, ces voyages et à la base de plusieurs débats sur les réseaux sociaux, sur la toile, et bien voilà, 2 milliards à la clé, comme pour dire, il ne voyage pas que pour rien. On va en parler tout à l'heure. La question de la rame, elle divise encore et continue à diviser et elle exacerbe la tension. L'Assemblée nationale est aux abonnés absents. Mbosso ne pipe plus mot. On ne sait plus à quel niveau se trouvent ces dossiers. Il n'a pas non plus été abordé lors du dernier conseil des ministres du vendredi de la semaine dernière. Aucune option n'a été levée. On ne sait pas quand est-ce que le ministre viendra pour pouvoir donner sa réplique et attendre peut-être les conclusions du député à la hauteur de cette question orale avec débat. On apprend déjà qu'à l'Assemblée nationale, cette question orale avec débat se transformerait déjà à une motion de défiance. On en parle tout à l'heure d'ailleurs avec un invité dans une sorte d'édition spéciale. Elle siège à l'Assemblée nationale, honorable Christelle Vouanga, qui est avec nous pour 10-20 minutes rapidement. Elle va vaquer à ses occupations. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue à vous. Merci. Vous quittez maintenant la commission droits de l'homme de l'Assemblée. Oui. Vous êtes maintenant à la commission genre, famille et enfants. Oui. J'aimerais rappeler que vous êtes aussi présidente du réseau des parlementaires abolitionnistes. Exactement. J'ai suivi votre discours très fort depuis Paris. Vous avez lu les échos? Oui, merci. Merci beaucoup. Et c'était un moment fort je pense que pour la RDC, parce que ça fait un moment on était vraiment absent sur le plan international. Et j'ai été heureuse ce jour-là de représenter non seulement le Congo, mais l'Afrique en général, parce que j'étais la seule africaine à tenir un discours à l'Assemblée nationale. Et bon, ils ont apprécié le discours et je pense que nous avons essayé de vendre positivement notre pays. Ah oui, l'image que ça a donné, je suivis. C'était un discours préparé, non préparé, là n'est pas les débats, mais j'ai suivi les mêmes débats le week-end en France. Exact. Le débat est fait sur face. C'est la semaine sur la peine de mort, pas seulement en France, mais partout. Hier, nous étions au CEPAS, les activistes congolais et les parlementaires également, les différents partenaires, où nous avons essayé également de cogiter autour de ce grand thème qui est les femmes condamnées à mort, parce qu'il y a beaucoup de femmes condamnées à mort quand même. Et lorsqu'une femme est condamnée à mort, c'est encore plus dur parce que c'est une famille qui est privée de la maman. Et sous d'autres cieux, il y a une politique de réinsertion de ces enfants-là par l'État, alors que nous n'avons pas cette politique. Souvent, les femmes condamnées à mort vivent avec leurs enfants dans les prisons. Alors en 2015, on a fait une enquête sur le nombre exact de condamnés à mort au Congo et sur 80 prisons que nous avons, sur 10 prisons, on a réussi quand même à compter au moins 516 condamnés à mort. Là, c'était en 2015 et ce n'est que sur 10 prisons alors que les chiffres sont vraiment différents entre l'État et les différentes organisations de droits humains. Et une forte représentation de ces condamnés se trouve à la prison d'Angenga. D'Angenga, où on trouve les condamnés. Il y a des Angenga de Lissala et Angenga de Gemina. Je crois que ça doit être Angenga de Lissala. De Lissala, où on trouve des condamnés, notamment dans le procès de Mzee Laurent Désiré Kabila, Kamwena Nsapu, etc., qui sont tous là-bas. Mais qu'est-ce que nous déplorons effectivement? C'est que depuis 2003, il y a eu des dernières exécutions. On est sous moratoire. Et c'est un moratoire de fait, c'est-à-dire qui n'a aucun soubassement juridique. Et ce moratoire peut partir à tout moment. Parce qu'en 2019, il y a par exemple le gouverneur de Nord Kivu qui a demandé qu'on puisse lever ce moratoire parce que lui, il a dit on va enfin exécuter. Et beaucoup d'entre nous, quand je dis nous, c'est-à-dire la population, une certaine partie de la population et de ceux qui gèrent ces pays pensent qu'on ne peut pas abolir la peine de mort parce qu'il y a les atrocités dans l'est du pays. Et c'est une idée qui est
pratiquement fausse, que ce soit scientifiquement, que ce soit une question de bon sens. Parce que depuis 2003, on n'est plus, mais on reste figé sur cette idée-là. Alors, cohérence pour cohérence, soit nous levons le moratoire de fait, et soit nous abolissons carrément la peine de mort dans notre législation pénale. Et je signale que la RDC aujourd'hui est le dernier pays d'Afrique centrale qui maintient encore dans sa législation pénale la peine capitale. Merci beaucoup, madame, pour votre brillante intervention à l'Assemblée nationale française. Ça, de moins en moins, les Congolais, les Quinois en parlent, mais ce qui nous intéresse plus au pays, c'est l'affaire de la désactivation de certains enseignants par les ministres. C'est aussi l'affaire du RAM, là où on vous voit de moins en moins prononcer de beaux discours comme vous l'avez fait en France. J'en prononce, peut-être que pas sous les projecteurs, parce que je travaille dans une commission et étant présidente de la commission, ça veut dire que je suis au cœur du débat. Et si je suis venue particulièrement aujourd'hui, c'est vrai que c'est cette affaire aussi de la peine de mort, mais c'est pratiquement aussi cet appel des professeurs. Je ne peux pas comprendre que lorsque nous sommes dans l'opposition, nous disons que nous allons défendre tous les Congolais en général, mais aussi les professeurs, et lorsque nous arrivons au pouvoir, on oublie ce qu'on avait promis. La grève est un droit fondamental garanti par la Constitution. Je pense que c'est trop faire de se réveiller et de dire, puisque vous avez initié une grève, alors on va vous désactiver du système de paie. Là, non seulement on a péché contre ce droit fondamental, mais aussi contre ces personnes-là qui nous ont tout donné. Moi, je regarde aujourd'hui... Peut-être que dans l'entretemps, le droit a changé, le droit le droit n'a pas changé, la grève est garantie par la Constitution, et même lorsqu'on initie une grève, il y a toujours une partie qui, eux, n'ont pas le droit d'aller à la grève. Ce qui veut dire que le Constitution et les législateurs savaient qu'il y aurait des grèves, et ils savaient aussi qu'il y aurait toujours une partie qui va commencer à travailler. Quand moi j'ai fait aujourd'hui un discours à l'Assemblée nationale, moi je n'ai pas étudié en Europe, j'ai étudié ici à Kinshasa, depuis la maternelle jusqu'à l'université. Je rappelle que vous êtes passé par Motema-Pi, quoi. Et ces gens-là, s'ils sont fiers de moi, parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont décidé de me donner leur intelligence. Et l'affaire de la gratuité de l'enseignement, moi je n'aime pas qu'on parle de la gratuité de l'enseignement, moi je parle de la politique de la gratuité de l'enseignement parce que je pense que c'est différent. On ne peut pas, c'est pas un jeu de mots, on ne peut pas instaurer la gratuité de l'enseignement par une formule magique. Abracadabra, directement il y a la gratuité de l'enseignement. Non, il faut qu'il y ait une politique de suivi de la gratuité de l'enseignement. Et les grands partenaires de la gratuité de l'enseignement sont 1. Le parent, 2. Bon, les parents, les enseignants, l'État d'un côté. Ce qui veut dire l'État, dans sa qualité de léviathan, qui doit veiller que les enfants aient une bonne instruction, parce que l'éducation est une question existentielle. De la même façon, il doit veiller pour que les professeurs soient bien payés, parce qu'eux aussi, ils ont des familles et ils ont des enfants, tout en sachant que les salaires ont d'abord pour mission alimentaire. Et donc, je pense que se réveiller un matin et de dire à des professeurs que si vous faites la grève, et évidemment on va vous désactiver, c'est une insulte à la démocratie. Moi j'avais dit ce jour-là, c'est une journée triste pour la démocratie, parce que ces gens-là sont des pères de famille, et en tant que l'État, on doit négocier. Et si jamais on dit que... C'est discutable, hein? C'est discutable. C'est discutable. Et si jamais on dit que on va recourir au réajustement structurel parce qu'on a opté pour la gratuité de l'enseignement, alors il faudra en ce moment-là qu'on le fasse pour tous les fonctionnaires. Donc même pour les membres du gouvernement, même pour le membre du gouvernement, même pour les députés, vous qui venez de prendre même pour les fonctionnaires, vous qui venez de prendre des types palissades. Même pour les fonctionnaires, monsieur Serge, vous n'avez pas répondu à ma question, même pour vous les parlementaires. J'ai opté pour ne pas faire les débats sur les biens matériels. Je préfère faire des débats sur les droits humains. Bonne trouvaille. Et voilà, j'aime parler des humains que des matériels. Donc, s'il y a des réajustements, ça doit être pour tout le monde. On ne peut pas sacrifier que le professeur pour assurer la gratuité de l'enseignement. Je pense que ce n'est pas bien. Allez, on va se séparer avec la question des rames. On en est où? Parce qu'il y a des éditorialistes qui vont prendre place ici quand vous allez partir. Je rappelle, j'aimerais annoncer déjà à l'arrivée sur ce plateau Charles-Quint Kankou. Charles-Quint, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci beaucoup. Les débats, c'est pas avec l'honorable. Hein. Les débats, écoutez, avec Eric Wemba. C'est pas avec l'honorable, mais je dois quand même dire quelque chose que j'aime beaucoup, l'honorable Kestel Vanga. Une intelligence brute. S'il y a une fierté que nous pouvons trouver
dans la femme congolaise, elle est vraiment l'illustration parfaite de cette intelligence. Et je me suis d'ailleurs toujours posé la question, est-ce que, comme on n'a pas aussi beaucoup de femmes qui ont des partis politiques dans ce pays, est-ce que Christelle Vanga ne peut pas aussi nourrir une idée telle que créer un parti politique? Et je pense que c'est un parti qui peut aussi avoir beaucoup d'adhérents, bien qu'aujourd'hui, elle se retrouve ensemble. Mais merci, je vais revenir à vous. Je vais revenir à vous parce que les débats c'est entre vous et Eric Wimba. Eric qui s'est patient. Moi je pensais qu'Eric était du côté de Kolwezi, là où les confrères, selon Edmond, subissent les calvaires d'une entreprise de compagnie aérienne. On aura pas se séparer, mais dites-nous quand même où est-ce que nous en sommes avec la question RAM. Le RAM. Là aussi, vous avez fait un silence assourdissant. Non, Serge, monsieur Serge, excusez-moi. Avec la nouvelle fonction que j'occupe, je suis beaucoup en province. Je travaille aussi en province. Donc, dès que je trouve un temps, je viens. C'est beaucoup de travail quand même. Peut-être que je n'ai pas eu le temps de passer parce que je n'étais pas là, j'étais à Goma. Et je viens de rentrer. Et donc, pour cette question de RAM, les débats ont déjà commencé à l'Assemblée nationale, depuis l'invitation du ministre. Mais moi, je voudrais faire un cri de cœur. L'Assemblée nationale, c'est le temple de la démocratie. Je pense quand même, en termes du pouvoir que nous a conféré le peuple, si le ministre de Pétentique ne vient pas répondre aux questions posées à l'Assemblée nationale, passez-moi l'expression, l'Assemblée perd le prestige, tout son prestige. Qu'est-ce qui bloque selon vous? Vous êtes membre de l'Assemblée. Je ne saurais pas vous dire, mais ce que je peux dire, le voici. Je pense que monsieur le ministre, de là où il est, si j'entre dans sa maison, je prends son porte-monnaie, on va m'accuser de voleuse. Je prends l'argent à l'intérieur. Si je lui dis, monsieur le ministre, donnez-moi 100 francs pour aller acheter quelque chose et que je ne l'achète pas, c'est de l'escroquerie. J'ai vu comment eux-mêmes ils titubaient. C'est-à-dire au début, ils nous disent, non, c'est une taxe parce qu'on doit retracer le téléphone, parce qu'on ne veut pas avoir des téléphones pirates. Ensuite, on change, on dit, c'est une taxe pour mettre l'Internet à l'aéroport, dans les sites universitaires. Est-ce qu'on est honnête envers nous-mêmes? Après, on dit c'est une redevance. Oui, exactement. J'en viens. Lorsqu'on a opposé l'idée que, en termes de nomenclature, impôts, taxes, pour parler des taxes, il faut avoir une contrepartie immédiate. Ça veut dire que vous ne pouvez pas couper les unités d'une maman qui se trouve au Sankourou et lui dire qu'en contrepartie, on va mettre le Wi-Fi à l'aéroport d'Enjili. Comme elle ne bénéficie pas de ça, vous ne pouvez pas appeler ça taxe. Alors ils vont changer pour dire c'est une redevance par rapport aux services fournis. Alors là encore c'est faux, parce que nos téléphones ne sont pas de Tokiwoki, ce ne sont pas des Motorola. Nous on utilise les téléphones par rapport à nos fournisseurs, c'est-à-dire les grands que nous connaissons, les Vodacom, les Airtel, etc. Donc c'est à eux. Si jamais, même quand on va rentrer au début, si jamais on parle même de contrefaction des téléphones, c'est pas à nous, c'est aux fournisseurs. Et donc là, je dis, donc nous créons les turpitudes des fournisseurs. Qu'on explique, qu'on change de nom, qu'on change de nomenclature, cette taxe ou cette redevance n'a pas sa place dans une population qui a un pouvoir d'achat. Vous n'avez pas le temps de poser une question en Bosso. Comment le ministre n'est pas venu? Après on dit qu'il a voyagé, après on dit qu'il était au Conseil des ministres, et après on dit que la plénière est programmée prochainement pour une date qui n'est pas encore connue. Monsieur Serge, vous savez... Ça se fait déjà dans vos pratiques oui, ça se fera à la conférence de présidents qui n'a pas encore eu lieu depuis la dernière plénière. Mais je vous assure, ça c'est mon point de vue. Je pense qu'un peuple qui a un pouvoir d'achat aussi bas que le nôtre, un peuple qui vit très cher déjà, qui paye déjà des taxes et des redevances, se réveille un matin pour dire qu'on doit couper 1,7 chaque mois dans son portefeuille. Je pense que c'est du vol. Et moi je crains que, parce que... Pour terminer. Pour la logique, je crains qu'un jour qu'on nous dise que non, on va couper aussi la taxe pour nos télévisions parce qu'on achète chez Canal Sat ou chez Easy. Non, non, c'est pas normal. En tout cas, il est temps de revoir cette décision et aussi dans le même vous avez investi un gouvernement, vous êtes membre, vous êtes de l'Union Sacrée, vous êtes du parti de Katumbi et c'est votre gouvernement. Vous avez soutenu ces programmes. C'est aujourd'hui, c'est-à-dire quoi? Vous faites marche arrière parce que ça répond à la politique que vous avez amenée à l'Assemblée et que vous-même vous avez adoptée.
Je pense que vous avez tout à fait raison. C'est vrai, je suis dans le parti de Moïse Katumbi, mais ma tête, mon cerveau, ma bouche m'appartient. Donc si je pense que quelque chose est en inadéquation avec ce que je pense, vos convictions, mes convictions personnelles, je vais les dire. Merci je pense beaucoup, que ce registre de RAM n'a pas sa place dans une population qui est très pauvre et qui vit minimum. Merci beaucoup, honorable Christelle Vouanga. Vous nous avez pris 13 au lieu de 10 minutes. Donc, j'espère qu'on n'aura pas le temps de désannoncer l'émission. Vous allez comprendre, quand on va couper comme au Congo, vous allez comprendre que c'est quand RAM prend les unités sans nous demander. Merci à vous, madame, d'avoir été de nôtre. Merci, monsieur. On n'a plus du temps de vous recevoir comme député, comme parlementaire. Certainement qu'on aura d'autres magazines un peu plus élaborés. Merci. Comme ça, on aura le temps. Sinon, les plateaux ici est réservé d'abord. Il faut vous adresser à vos téléspectateurs parce qu'à chaque fois, ils me disent « Honorable, vous venez plus ». J'ai dit « Non, demandez à M. Serge, il vous dira pourquoi je ne peux plus venir sur son Merci, plateau. madame Vouanga. Recevez les salutations de mon épouse qui vous salue. Elle s'appelle Grace Kabongo. Madame Grace. Madame, messieurs, au revoir. Merci à vous. Allez, on va prendre Charles Quint. Charles Quint. Commençons par Abu Dhabi d'abord, le chef de l'État. Bonne moisson, hein. Bonne moisson pour Fatih. 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars, mais honorable Christelle, bien que... On va revenir sur... avec elle, Je vais a dit beaucoup de choses aussi. On va revenir sur ça. 2 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. Ça démontre effectivement cette diplomatie proactive de Félix Tshisekedi qui, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, on a entendu des langues dénoncer le fait que le président prenait de temps en temps les avions pour quitter le territoire national et se retrouver ailleurs. Pas des résultats escomptés. Là, il y a beaucoup de résultats, sauf que non, selon les ceux qui disent, ils n'ont pas recensé toutes les actions ou les dividendes de ces voyages du président de la République sur la marche de la République. Il y a beaucoup de résultats et si on a le temps au cours de cette émission, je vais vous démontrer ce que la diplomatie agissante, proactive de Félix Tshisekedi a apporté à la République. Alors, vous parlez de 2 milliards de dollars. C'est une très bonne nouvelle. Vous savez, aujourd'hui, Serge Kabongo... C'est même la moitié de notre budget national. Lorsque vous regardez ce que les Arabes apportent, que ce soit en Europe, regardez comment ils achètent des grandes firmes, des sociétés, que ce soit même des équipes de football. Ils sont dans beaucoup de domaines, aux États-Unis, en Europe et en Chine, un peu partout. Donc il faut les considérer aujourd'hui comme des partenaires crédibles et valables. Des partenaires incontournables parce qu'ils ont des capitaux frais et ils ne s'habituent pas avec des promesses lorsqu'ils disent qu'ils réalisent. Nous, ce qui s'était passé sous Kabila dans ce pays, on aurait pu avoir des tours jumelles, projet vers la place de la gare centrale. Vers la gare centrale et tout y quanti. Donc cela démontre effectivement que les Arabes sont aujourd'hui des gens auprès de qui nous devons aller pour avoir des investissements directs dans notre économie. Vous parlez des investissements directs, c'est-à-dire pour eux, il n'y a pas trop de conditionnalités. Non, droit de l'homme, liberté de manifester, et ils ne sont pas dans votre affaire interne, et c'est les affaires, comme on dit, win-win, et ça marche. Contrairement à nos partenaires traditionnels, vous avez les blocs occidentaux, la France, la Belgique, les États-Unis. Quand ils viennent avec 300 millions, ils vous disent d'abord laissez Fayoulou manifester, ils vous disent d'abord libérer les prisonniers politiques, et c'est un peu le contraire. Justement, ils sont presque comme les Chinois aussi, qui ne posent pas beaucoup de conditions, qui ne veulent pas imposer tout sur des États partenaires. Donc, lorsqu'ils arrivent, ce qui les intéresse, c'est d'abord les affaires. Et voilà pourquoi nous avons besoin. C'est vrai que dans notre pays, les Congolais ont levé l'option d'être dans un régime démocratique, ce que nous ne refusons pas. Mais moi, j'ai toujours pensé que dans l'état où se retrouve la République démocratique du Congo, moi, je serais prêt à soutenir même un despote éclairé, un dictateur bienfaiteur qui amène les moyens. Celui-là amène le développement. Parce que n'oubliez pas aujourd'hui, chaque fois que l'on débat avec Eric Wimba et beaucoup d'autres personnes qui partagent ces idées, ils ont toujours donné l'exemple du Rwanda comme étant un pays modèle en Afrique avec une économie florissante, mais ils ne mettent pas l'accent sur le fait que
au Rwanda, il y a un régime autoritaire, sanguinaire. Tout le monde oublie ça. Allez en Chine aujourd'hui, on prend la Chine comme un modèle en matière de développement. Mais il n'y a pas la démocratie. Chine, il n'y a pas de démocratie. Alors, Eric Wimba, c'est pour dire que oui. moi, j'ai toujours pensé, comme Dambi Samoyo, cette Zambienne qui a fait des grandes études aux États-Unis, en Angleterre, que l'Afrique, dans l'état où elle se trouve aujourd'hui, il nous faut d'abord, et même s'il le faut, des dictateurs bienfaiteurs qui vont aider nos pays à se développer au lieu de se cramponner d'abord et avant tout sur des droits de l'homme qui parfois nous font perdre trop de temps. Eric Wimba, il est du Vrai Journal. Vrai Journal, d'abord c'est un groupe de presse, hein? Vrai Journal, magazine, vous avez Vrai Journal qui s'est mué maintenant en télévision, Perfect TV, je vous recommande cette chaîne de notre estimé confrère Peter Tiani. Vrai Journal aussi, la version en ligne. Eric, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Hein. Merci Serge. C'est des milliards de dollars, je vous dis la moisson elle est abondante, mais est-ce qu'un jour on parle notamment du secteur des logements, mais aussi la transition énergétique? Est-ce que tous ces ministres qui ont signé ce contrat, même moi qui vous parle, excusez-moi, avec toute modestie, j'ai cherché à pouvoir cerner un peu le contour de ces contrats, des milliards, c'est pas facile. Les ministres là viendront à l'Assemblée nationale pour nous dire c'est tel projet qui a été signé, et là, voici comment ça va se faire, c'est des joint ventures, qu'est-ce que l'État congolais aura à donner comme gage. Ces ministres là viendront. Il y a des questions d'abord, et je constate quand même que le député Félix Tshisekedi est là. Il a fait beaucoup de tours dans le monde, demandé de l'aide par-ci, par-là, aux États-Unis. Il ne faut pas dire seulement, même aux États-Unis, il a de l'argent. Je crois qu'avec ces régimes soutenus par Charles Quint, s'il y avait un prix Nobel de la mendicité internationale, nous l'aurions eu. Oh. Mais quand cela ne tienne, ouais, j'arrive. C'est la coopération. Oui, donc s'il y avait un prix Nobel de la mendicité internationale, nous l'aurions eu avec ces régimes. Mais cela n'est pas un problème. Les problèmes aussi, il y a des questions qu'on se pose. Ce n'est pas pour la première fois. On ne doit pas aujourd'hui toujours critiquer l'Occident. Parce que lui, il ne doit pas oublier quand il dit qu'on pose des questions des droits de l'homme. Nous avons eu un problème de Covid ici. Vous le savez qu'on a donné énormément de l'argent. Pour plus de 300 millions de dollars, j'ai appris. Mais on ne sait pas retracer d'après les derniers rapports des GIEC. C'est ici que j'invoque le cardinal Mosengo, qui disait un jour à la conférence nationale souveraine, la chaîne internationale s'est montrée généreuse à l'égard de la République démocratique du Congo. Pourquoi cette aide ne profite qu'à une minorité où la majorité déjà souffre? Le problème, ce n'est pas l'aide. Le problème, comment nous allons gérer cette aide-là? Quand déjà les fonds Covid ont été mal gérés, on ne sait pas les 2 milliards comment ça va être géré. Aujourd'hui, vous savez, le Parlement ne fait plus son travail. Félix signe des contrats, Félix Tshisekedi signe des contrats par-ci, par-là. Avec l'Ouganda. En Ouganda, il y a même des contrats du barrage d'Inga, il y a plusieurs contrats. Même aujourd'hui, les décis des cartes du voyage du chef de l'État à Abu Dhabi, c'est les fameux contrats sur les ports de bananes. Mais on ne viendra jamais avec ça au Parlement. Sam Aloukonda a déclaré dans les coulisses qu'il y a eu plus de 7 contrats, que lui a appris ça comme moi et toi. Dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux. Vous savez, ça c'est une trahison. Un premier ministre qui se plaint. Qui se plaint. Oui. Les combats de Tshisekedi du Wamulumba, c'était que le premier ministre soit différent du premier commissaire d'État. Mais aujourd'hui, Tshisekedi au pouvoir, il a réduit son premier ministre à un premier commissaire d'État qui n'est pas informé de tous les contrats. Oui, c'est derrière ces 2 milliards-là, qu'est-ce qui se cache? Alors, qui en répondra au Parlement? C'est le Premier ministre. Je vous ai posé une question. Elle est, à mon avis, simple d'ailleurs. Est-ce que les ministres d'État, Pius Mwabilou et celui des Affaires foncières, Moulendo, viendront à l'Assemblée pour nous donner les contours de ces 2 milliards, je vous dis. Ce n'est pas l'argent qu'on peut jeter par la fenêtre. Et vous voyez comment le Parlement est réduit. Le Parlement qui, en principe, devait être le temple de la démocratie. Avec Tshisekedi au pouvoir, le Parlement, je ne sais pas, c'est réduit au bureau politique d'un parti État. On n'aura aucun compte au Parlement. J'ai parlé de plusieurs contrats, ici signés à Rwanda et en Ouganda. J'ai toujours considéré Kabila comme un mauvais président. J'ai toujours considéré que les contrats chinois étaient les très très mauvais contrats que la République a signés, a conclus avec la Chine. Mais au moins Kabila a donné quand même la forme à sa magouille. Pierre Lumbi est venu au Parlement défendre ces contrats-là. Mais aujourd'hui, tous ces contrats-là qui se font, qui vont rendre compte demain? Donc je crois que on est encore nostalgique du président fondateur. J'ai comme l'impression que Félix Tshisekedi voudrait vraiment imiter Mobutu, sans forcément en avoir les talents. On sent vraiment un autre moboutisme, un néo-moboutisme qui est né. Où les parlements, c'est la caisse des résonances. Bon, j'ai entendu, vous parlez même de la question RAM, c'est toute la question. Ça, c'est pas les problèmes du ministre. Kabound vient à l'Assemblée, point à l'ordre du jour. On parle, il n'exprime même pas la taxe RAM.
C'est-à-dire que pour que l'institution Parlement puisse se respecter, ça dépend de ses animateurs. Mais quel type d'animateur nous mettons à la tête du Parlement? C'est là aussi toute la question. Quelqu'un qui a été chassé pour incompétence par la majorité des députés. Mais on vote encore, on les remet là-bas comme plénière vice-président de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de fixisme parce que c'est Kaboun qui a présidé la fameuse plénière en question. Où on devait inscrire comme point à l'ordre du jour la taxe RAM. Il n'a pas inscrit ça, les gens sont passés, il a opéré un passage en force. Mais c'est aussi ça la qualité des animateurs. Regardez les micros, Eric Wemba, parce qu'il y a des téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre. Il y a aussi ceux des auditeurs qui nous suivent via la Radio Liberté. J'aimerais rappeler que nous parlons tout à l'heure de ces contrats arrachés avec à la clé 2 milliards de dollars américains signés Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et c'est dans plusieurs domaines. D'abord, l'Émirat arabe uni a promis de décaisser pour un temps record, c'est-à-dire dans quelques jours, 1 milliard de dollars américains et un autre milliard viendra. En tout cas, c'est la fête ici au Congo, je vous dis. Vous allez voir des immeubles poussés ici dans la ville comme des champions. C'est jamais vu. Ça, c'est bon. Il faut faire du Congo Abu Dhabi d'Afrique. Allez, Eric, comme les confrères ont commencé avec les premiers thèmes, vous avez conclu, vous allez commencer, est-ce que lui aussi aura le temps de faire la réplique sur certaines de vos interventions. On va parler de la question de la désactivation. En tout cas, à leur tour, les enseignants demandent à Félix de désactiver Tony Mwaba. Ce n'est pas possible. Tony Mwaba qui a procédé à la désactivation de certains enseignants, je crois 4-5, Collège Boboto, et aussi lycée Bossangani. Je suis passé par lycée, lycée Bolingani ce matin, chez moi à Kitambo. Il y a eu des mamans qui m'ont interpellé. Ils m'ont dit, mais les enfants n'étudient plus. Ces bras de fer entre les ministres, les PST et les enseignants, on va aller jusqu'où? En tout cas, nous sommes là tous les jours qui passent, avec les événements qui se passent dans ces pays. Il ne faut pas avoir peur entre les lits. Nous sommes en train de vivre les déboires d'une alternance sans alternative. Ah, oui, bah. J'ai dit bien les déboires, parce que ça ne peut pas être compris aujourd'hui que l'IDPS au pouvoir. L'IDPS a un combat dans ces pays, les combats pour la liberté. Et que les Congolais exercent leurs droits les plus légitimes. Comment tu peux comprendre, Serge? Je ne suis pas excessif. Que les gens veulent gréver leurs droits constitutionnels reconnus dans la Constitution, qu'on puisse les désactiver. C'est vraiment inacceptable de la part du ministre. Nous avons quand même déjà... La sanction, elle est sévère. Hein. On n'a pas commencé par la demande d'explication, au moins encore, comment on dit, une lettre de blâme. Parce que s'il faut rayer quelqu'un de la liste de pays ou le désactiver, c'est-à-dire il faut respecter aussi les étapes. Je ne sais pas. Est-ce que c'est toujours les droits administratifs de M. Vundoawe ou bien c'est un autre droit administratif? Nous ne comprenons rien. Nous ne comprenons rien. Nous ne comprenons rien de l'attitude du ministre Tony Mwaba. Moi, je pense du gouvernement de l'IDPS et de l'Union sacrée. Ce n'est pas normal, parce que le vrai problème a été posé. Il faut résoudre les vrais problèmes. Ça ne sert à rien de désactiver les gens. Aujourd'hui, vous avez opté pour la gratuité de l'enseignement. Il faut donner les moyens nécessaires pour la gratuité de l'enseignement. Moi, j'ai vu les projets de budget qui a été déposé à l'Assemblée nationale, où rien n'a été vraiment prévu pour l'enveloppe salariale de l'EPST. Une augmentation pour permettre à l'État de soutenir la gratuité. Une chose est de vouloir la gratuité, une chose est de donner des moyens. Parce que regardez, aller dans les salles de classe. Moi, j'ai vu des parents. Ah oui, les salles sont bondées. Hein. Dans les salles de classe. Mais si on estime que la construction d'un palais présidentiel est prioritaire, on avait déjà dépassé 180 millions de dollars. Dans les budgets, on dit qu'il faut ajouter 2 millions. Si on estime que la construction d'un palais présidentiel... Il ne faut pas mélanger les choses. Là. Je ne mélange pas, c'est ça le problème. Est beaucoup plus prioritaire que la construction des écoles à Bassankousou ou à Mbandaka. C'est aussi un choix. Mais c'est que l'attitude de Tony Mwamba est inacceptable et qu'aucun Congolais ne pourra accepter cela. Mais c'est quand même les étudiants les enseignants sont dans leurs droits. On a prévu les dialogues on a prévu les dialogues comme un moyen pour résoudre les conflits. Ce n'est pas en opérant un passage en force qu'on est gouvernement. Ce n'est pas acceptable. Même en France, partout dans le monde, il y a des grèves. Et que quand il y a grève, il faut négocier. Mais le vrai problème qu'il faut résoudre, c'est le budget qu'on vient de déposer à l'Assemblée nationale. Il faut se battre à ce niveau-là pour que les ressources nécessaires aillent dans des domaines prioritaires. Parce qu'en lisant ces budgets-là, une grande partie des ressources, c'est pour la rémunération du personnel. J'aimerais vous lire pour vous et pour les téléspectateurs une disposition de la Constitution
C'est un ami à moi qui m'a demandé de lire ça pour les téléspectateurs. C'est l'article 204 de la Constitution. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive des provinces. La Constitution en a énuméré plusieurs. J'aimerais vous prendre 2 ou 3. Les plans d'aménagement de la province, la coopération interprovinciale, la fonction publique provinciale et locale. Et je prends l'alinéa 13. L'enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial, ainsi que l'alphabétisation des citoyens, conformément aux normes établies par les pouvoirs centraux. Au nom de quel pouvoir tenu doit s'immiscer dans une affaire qui concerne les provinces, à votre avis? Ça, c'est la Constitution qui dit. C'est l'enseignement. On devait peut-être attendre le ministre provincial et faire son rapport. Là, c'est maintenant les cabinets des ministres et les secrétariats généraux qui s'en occupent personnellement. Bon, on ne comprend pas. J'ai dit que c'est la politique générale de l'Union sacrée. On a en face des gens qui n'ont pas été préparés à diriger. Parce que oui, des gens qu'on n'a jamais... Parce que vous savez, l'opposition, c'est l'antichambre du pouvoir. Oui. Si vous allez en France, par exemple, les partis socialistes ou les partis de droite qui veulent conquérir Macron, ils ont déjà leur politique. Ils savent que tel, si on les met dans telle fonction, c'est qu'il va faire. C'est-à-dire que notre péché originel, c'était de penser qu'on devait... Le problème du Congo s'est limité à changer Kabila. Mais on ne sent pas la politique de l'IDPS du point de vue de l'enseignement. On vient, on vous pompe une gratuité. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec... je suis pour la gratuité, mais la manière... La politique même de cette gratuité, pour des raisons purement électoralistes. Pour nous pouvoir classer comme mais justement, c'est en train d'impacter négativement sur la qualité de notre enseignement. Il faut aller voir aujourd'hui les conditions dans lesquelles les élèves étudient. Et aujourd'hui, Tony Mwaba passe. Lui, il gagne combien? C'est qu'il gagne un ministre. Pour penser que pour qu'un enseignant puisse retourner à l'école, on doit lui ajouter 40 $. Moi, je prends la phrase, votre toute dernière phrase là. La gratuité, je peux répéter cette phrase autrement. C'est un clin d'œil que le pouvoir en place fait vis-à-vis de la population. Pendant que nous avons d'abord une affaire de clameur publique sur rame, où on ne sait pas justifier, où le ministre ne sait pas venir pour donner sa réplique ou ses répliques, maintenant c'est l'affaire de l'enseignement. Vous ne voyez pas que ça touche directement au peuple et ça risque de faire une mauvaise propagande de Félix auprès des enseignants, auprès des parents et auprès des élèves. Bon, je vais répondre à cette question, mais j'aimerais d'abord rebondir sur les Émirats. Relever le fait que Eric Wemba, par moment, a toujours mélangé un peu les choses. La démagogie de faire un tour pendable lorsqu'il parle des questions de la République, non, surtout les actions que mène le président Tshisekedi. Il a toujours parlé de cette question d'un Tshisekedi qui, de gauche à droite, signe des accords. Le Parlement ne fait pas son travail. Il distribue des cartons rouges à tout bout de champ. Mais j'aimerais lire la Constitution. Okay. Lorsque vous lisez l'article 213 de la Constitution. Vous avez quelle Constitution? La Constitution d'Isaïe ou la Constitution du 18 février? Parce que vous êtes capable de m'amener une Constitution obsolète là. Oui, comme la Zambie là. Comme la loi Constitution du 18 février 2006. C'est quelle disposition? J'ai parlé de l'article 213. 213. Ok, allez-y. Non, allez-y. Article 213. Des traités et accords internationaux. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Très bien. Il est à l'aune de cet article de la Constitution. Il est clair que le président de la République peut négocier. Parce qu'il est dit, le président négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Il n'a pas besoin d'aller avant de négocier, de ratifier, d'aller se présenter devant le Parlement parce que le président de la République n'a aucun rapport avec... Et il n'interdit pas non plus aux parlementaires, j'aimerais vous compléter, de faire leur travail ou d'inviter les ministres sectoriels. Voilà. Le ministre est responsable de son secteur. Et lorsqu'il y a de tels accords, et que ça entre dans le secteur de tel ministre, c'est à ce niveau-là que les ministres doivent aller à l'Assemblée. Les nationaux peuvent faire leur travail. Mais ici, commencer à continuer à condamner le président de la République, le fait qu'il négocie les accords et tout ça, c'est son premier ministre au détriment du premier ministre. C'est vraiment un pataquès. Okay. Parce que ici,
le président de la République ne doit pas requérir à avoir l'accord ni du Premier ministre, ni du Sénat, ni de l'Assemblée nationale ça c'était une parenthèse. pour signer ou négocier un accord. Il faut quand même enlever cela. Charles, il a toujours... Charles, là, vous l'avez dit et c'est clair. Vous avez cité une disposition de la Constitution. Maintenant, on peut parler de la question de la désactivation. Alors, maintenant, je pense que cette question de désactiver les enseignants, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est quand même une mesure sévère. C'est vrai que le ministre Tony Mwaba a relevé le fait que la grève qui a été décrétée est illégale. Ça, c'est clair. Parce qu'une grève, avant de la décréter, il y a d'abord un préavis de grève. Vous ne pouvez pas vous réveiller comme ça, ouf, vous décrétez une grève. Ça ne se passe pas comme ça. Et le ministre Tony Mwaba, l'homme à qui Eric Wemba veut donner des leçons ici, est un professeur de droit. Ah oui. Il n'a pas, en tout cas, il n'a pas le niveau d'Eric Wemba. C'est quand même un professeur d'université, un grand avocat dans ce pays. Donc, lorsqu'il parle de l'illégalité de la grève qui a été déclenchée par les enseignants du réseau catholique, il a totalement raison sur ce point-là. Mais à l'arrivée à la désactivation des enseignants, là je ne suis pas d'accord. Parce que honorable Christelle Vanga l'a dit ici, et lui aussi vient de le dire, la grève est un droit garanti par nos lois. Donc ils peuvent décréter une grève, mais pourvu que cette grève-là soit conforme à la loi. Prenons la question in globo. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, Félix, s'il a un bilan, il va dire en 2023 que c'était par rapport à la gratuité. Et je rappelle que c'est un clin d'œil qu'il a fait au peuple. Mais maintenant, c'est comme vous avez un ministre, quelqu'un, je ne suis pas d'accord avec peut-être ce mouvement de grève. Quelqu'un, il y a eu la rentrée les 4. Mais vous constatez que quelqu'un ne vient pas au boulot pendant 3 jours. Donc la sanction finale. Je vous ai déjà répondu que aller jusqu'à désactiver les enseignants, je ne suis pas d'accord avec cette mesure. Ça, il a poussé la barre. Alors, c'est de l'ignorance de sa part, ou bien c'est un abus de pouvoir. Ça, c'est clair, c'est une faute. Il ne peut pas aller directement à une telle sanction. Ça, c'est inacceptable. Mais parce que l'honorable Vanga a parlé ici de la politique de la gratuité, on est revenu là-dessus. Mais Serge, n'oubliez pas que la gratuité de l'enseignement de base, c'est consacré dans la Constitution du 18 février 2006. Justement. Depuis que cette Constitution a reçu l'onction populaire en décembre 2015, les Congolais avaient accepté à ce que l'enseignement de base soit gratuit. Mais ça n'a jamais été appliqué. Il faut retourner sur la carte. Est-ce qu'on peut retourner? S'il vous plaît, du temps de Kabila, il y a eu une tentative de passer à cette gratuité, mais ça n'a pas été légal. Parce qu'il a dit ici, il a évoqué la question du budget, mais il faut relever le fait que le budget de l'enseignement, qui était de 11,6% en 2017, est passé aujourd'hui à 21,8%. C'est vérifiable. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a une politique, une volonté du gouvernement d'investir d'abord dans l'homme. D'investir dans l'homme. Il n'est pas acceptable aujourd'hui de voir les enfants rester à la maison sans aller à l'école. On a toujours reproché, je prends un autre exemple, on a toujours reproché l'université congolaise, les universités congolaises comme étant ces universités-là qui ne forment pas de bons cadres, mais Serge Kabongo, ça a toujours étonné le monde. Moi, je pense les étudiants qui sortent des mêmes universités en RDC, qui sont extrêmement brillants. Vous avez étudié en RDC. Eric Wemba a étudié ici. Moi, j'ai étudié. Christelle Vanga et toutes les éminences grises que nous avons ici, la majorité, ont étudié ici. Est-ce que c'est pour dire que ici, le fait qu'il y a un nombre important dans des salles de classe, qu'il n'y a pas des élèves qui peuvent bien étudier là-bas? Alors, moi, je pense que c'est mieux d'abord que ces gens-là retrouvent le chemin de l'école en attendant que l'on arrive à avoir 12 élèves. Parce que je termine par la sécurité. S'il vous plaît, je termine par la sécurité. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va arriver comme en France où on retrouve
18 élèves dans une salle de classe. Même si on construit les écoles, ça va encore nous prendre des années. Très bien. C'est pas pour autant qu'on doit laisser les enfants. Mais moi, je crois, en termes de perspective, en termes de solutions, il faut plutôt pousser la réflexion du côté de la solution que du côté des problèmes. Il dit que les ministres, il n'a pas fait peut-être abus de pouvoir ou c'est par ignorance, mais je crois qu'il devait se faire entourer quand même de bons conseillers. Ceux qui connaissent c'est quoi le secteur de l'EPST. C'est d'abord un secteur réservé, selon la Constitution, au gouvernement provincial. Quand lui-même, individuellement, c'est mixte, c'est comme s'il a un intérêt direct, ou bien il y a un problème. Il est juriste, j'ai appris. Il enseigne le droit. Il sait que la sanction suprême, on ne l'applique pas au premier degré. Il sait que pour suspendre quelqu'un, pour l'éradier, il faut commencer par des demandes d'explication, il faut commencer par constater, et vous ne constatez pas l'absence pendant 2-3 jours de la rentrée. Vous savez, il y a aussi certains problèmes de la politique. On parle de la politisation de la CENI. On sent quand même une certaine politisation de l'enseignement. Vous savez, la guerre de Tony Mwamba, les non-dits quand il parle de la désactivation des enseignants, là, c'est l'église catholique qui l'attaque. Vous a parlé seulement de la désactivation des enseignants. Il est allé au-delà. Il a même dit que le gouvernement est prêt aujourd'hui à mettre fin à la convention avec les écoles catholiques. Mais mais là, il faut revoir l'accord cadre avec les Saint-Sièges. Hein. Oui, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Félix a négocié ça avec le pape François quand le pape avait délégué son nostre apostolique. Hein? Mais le bon sens, Serge, beaucoup d'entre nous sont les produits de l'église catholique. On peut tout reprocher à l'église catholique, mais son apport pour la formation du cadre congolais est aujourd'hui... En commençant par le président lui-même. En commençant par le président lui-même, les députés, il y a la députée Christelle Mbonga qui était ici, qui a étudié à lycée Motema Mpiko. C'est des catholiques. Moi-même, j'ai étudié au collège Notre-Dame, y compris vous-même. Donc, mais il y a quelqu'un qui a dit au tempora, au mores. Hein. Non, c'est pas... Autre temps, autre mers. Je ne veux pas être polémique. Non, je voudrais dire que autre temps, autre mers. Hein. Évitons. Mais je pense vraiment que c'est ça, évitons ça. Tu as compris ça que je voulais passer comme... Oui. Heureusement qu'Ambongo a répondu, a dit que le problème c'est entre l'État et son employé, qui est l'enseignant, qui revendique. Même vous, j'ai appris qu'il y avait une grève ici à CCTV. Jamais Jean-Pierre a dit qu'il va désactiver kiosque. Ou Serge Kabou. Et nous, les cadres, on n'était pas en grève. C'était. Oui, donc, allez, RAM, pour terminer. Mais pour la question des RAM, je vais bien qu'on puisse interpeller Kibasa, mais je rappelle quand même que RAM a été enfanté par la coalition FCC Cash. Oui. Politiquement, les gens doivent connaître ça. Il y a eu, au moment du ministre Ilunga, qu'il y a eu un décret où RAM a été institué dans ces pays. Moi, je pense que la question, moi, à mon humble avis, est très très mal orientée. C'est la politique du gouvernement, de l'Union sacrée qui a la majorité aujourd'hui, qui remet en cause une de ces politiques. Donc, à lier place d'une motion de défiance contre les ministres, moi, de mon expérience des journalistes parlementaires, plutôt le Premier ministre. Mais je pense à une motion de censure. Parce qu'apparemment, après les débats, on n'a pas senti au niveau du Conseil des ministres la question être prise en charge. Donc, la question est mal orientée. D'aider, il n'appartient pas au ministre, je le rappelle tout le temps ici, de pouvoir... Un décret ne peut être annulé que par un autre décret. Ouais. Pas par un arrêté du ministre. Merci. Donc, que la majorité demande au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a présidé le conseil des ministres qui a institué RAM. C'est comme ça que j'ai dit que sa responsabilité politique est engagée. J'ai comme l'impression qu'ici, on joue un peu au pourrissement. On dit que non, les Kinois, les Congolais, Barobo Sana. Tout gelé quand il à un moment, les gens vont oublier. Est-ce que c'est ça trouver la solution? Écoutez, c'est des questions qui touchent directement le peuple. C'est ce que j'ai dit quand on parle. Et vous dites que le peuple d'abord, quand ça touche, parce que j'ai appris dans un salon, je ne le confirme pas, que le chef a dit c'est RAM ou rien. Ça, je ne le confirme pas. Mais j'ai dit aujourd'hui, la responsabilité, les conseils de ministres qui a décidé de RAM, qui a ordonné à Ilunga de décider les décrets, a été présidé par les chefs de l'État. Donc sa responsabilité politique est engagée. Quand vous parlez du peuple, c'est les seuls que nous avons élus au suffrage universel direct. Il y a une réclamation du peuple. C'est à Félix Tshisekedi de demander à Sama Lukonde d'abroger. Ce sont des s'attaquer à Kibasa, qui n'est que les maillons faibles de cette chaîne. Merci beaucoup, cher Eric Wimba. J'apprends qu'on a besoin de millions parce qu'en 2022, il faut construire des universités dans tous les territoires, soit dans toutes les provinces. Et peut-être que cet argent va faire cela, mais le président de la République, puisque c'est lui-même qui a donné sa caution, qu'il explique à son peuple. Merci beaucoup, Eric Wimba. Qu'il parle à son peuple. Pour une fois, Eric a été objectif. Hein. Il dit il ne faut pas voir Kibasa comme individu. Kibasa n'a pris qu'un arrêté. Bon, on dit il y a quand même... comment ça bon, écoutez, Serge Kabongo, je n'aimerais pas rappeler ici qu'à l'aune de l'article, je crois, 93 de la Constitution,
le ministre est responsable de son secteur. Oui. Et c'est là qu'il peut mettre en place une politique pour élargir, pour accroître les recettes. Il peut imaginer tout ce qu'il peut pour que son secteur puisse connaître des avancées. Donc, que cela ait été débattu au niveau du Conseil des ministres, avec l'approbation du gouvernement, oui. Il ne faut pas, toutefois, lorsqu'il y a un petit couac dans un quartier de Kingasani, c'est le Tshisekedi qui est à la base. Lorsqu'il y a un chef un policier qui se comporte mal. Vous faisiez ça là à l'époque de Kabila. Kabila était là. Non, écoutez. Donc, alors, si vous voulez que l'on revienne là, je ne sais pas si vraiment nous sommes une nation. Parce qu'un pays doit quand même tirer les leçons du passé. S'il y a eu des erreurs qui s'étaient passées dans le Kabila, il ne faut pas les répéter. Il ne faut pas répéter cela. S'il y a des erreurs qui se commettent aujourd'hui, il ne faut pas que ce qui vienne, ils le répètent. Voyez-vous. Donc nous sommes une nation étant un principe moral, oui. Une âme. Nous devons quand même dire. Mais est-ce que le ministre viendra ou ne viendra pas? Il viendra quand? Pourquoi Mbosso ne veut pas que les ministres viennent? Mais bon, cette question de RAM, moi je l'avais dit le lundi passé que le problème c'est au niveau du dysfonctionnement qui est intervenu dans l'application de cette décision. Souvenez-vous que c'est depuis longtemps qu'il a été annoncé qu'on devrait procéder à la certification des terminaux mobiles. Alors, il fallait attendre. Est-ce qu'aujourd'hui, pour la sécurité des gens qui peuvent voir leur carrière s'envoler à cause de la perte d'un téléphone, ou ceux-là qui peuvent avoir leur santé endommagée à cause des téléphones contrefaits, est-ce que n'est-il pas important que l'État puisse songer comment protéger les gens? Ça, c'est le débat. L'Assemblée nationale en ce qui concerne tous les autres aspects, oui. Et je pense que les députés doivent faire le travail. Merci et le ministre à Charles Quin. doit un jour répondre aux différents. Merci Eric Wembaye, à Charles Quin, à vous, chers téléspectateurs, mais aussi aux auditeurs. Mais nous vous conseillerez peut-être au ministre des Revenus sur la table de négociation. Il n'a rien à perdre en désactivant, il n'a rien à gagner en désactivant les enseignants. Voilà, il ne faut pas prêter le fond aux enseignants parce que c'est le secteur qui tient Félix à cœur. Vous avez aussi le cas des écoles conventionnées. Je suis en train de si vous voulez parler, vous sollicitez la parole. Sinon, nous faisons du bruit et le bruit là, ce n'est pas la communication. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Avec les propos des uns et des autres, les négociations sont annoncées. La reprise, je crois, c'est le mercredi. Et je pense que le ministre va peut-être revenir sur sa décision parce que, disais-je, ça touche au peuple. Et les mots d'ordre ces derniers temps, c'est le peuple d'abord. Et ce n'est pas bien qu'il y ait grève, qu'on désactive les enseignants, que les gens manifestent pour des rames et que le gouvernement ne pipe mot. Ce n'est pas du respect pour le peuple. Il faut faire beaucoup d'attention dans ces secteurs sensibles. Merci à Charles Quin et à Eric Wemba. Prenez rendez-vous avec Kiosque Demain. Je crois que Michel sera là. S'il n'est pas là,